18h30, bonsoir et bienvenue dans ce journal et au sommaire ce vendredi. Le Maroc, bientôt dans le top 5 mondial en biotechnologie médicale, avec le lancement hier par Sa Majesté le roi Mohammed VI Ben Slimane des travaux de réalisation d'une unité industrielle appelée à devenir la plus grande plateforme par capacité de fill and finish de vaccins en Afrique. Le projet lancé par Sa Majesté le roi Ben Slimane inaugure un futur hub mondial en matière de production de vaccins et en biotechnologie. Nous vous présenterons dans cette édition plusieurs éclairages avec notamment la vision d'un expert international. Le professeur Laridi nous a rejoint sur le plateau pour parler de la nouvelle dynamique que connaît le royaume. Et nous vous proposerons dans cette édition également des images de superbes paysages de manteaux blancs qui recouvrent bien des pâturages du Haut-Atlas. Il a neigé ces dernières 48 heures sur l'Atlas, le sud de l'Oriental et les versants sud-est. Bonsoir. Avant de développer ces titres, j'ai l'honneur de recevoir avec moi sur le plateau Monsieur Amin Laridi, expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Merci, professeur Laridi, de répondre à notre invitation. Le royaume du Maroc, comme très attendu, vient de passer le cap et de lancer une unité industrielle qui fera du pays un hub continental et international en matière de fabrication de vaccins au Maroc. La future unité industrielle sera l'une des plus grandes plateformes au niveau international en matière de mise en seringue et de fabrication des produits biotechnologiques. Et c'est Sa Majesté le roi Mohammed VI qui a présidé hier dans la province de Ben Slimane la cérémonie de lancement des travaux de réalisation de ce projet structurant qui, à terme, contribuera à assurer la souveraineté vaccinale du royaume et du continent africain dans son ensemble. Mohamed Aït-Lchgar pour le film de la cérémonie. La forte dynamique du royaume, toujours aussi palpable avec ce nouveau projet qui s'inscrit dans le cadre de la vision de Sa Majesté le roi Mohammed VI, vision visant à positionner le royaume en tant que hub biotechnologique incontournable en Afrique et dans le monde. La future unité industrielle devrait assurer les besoins sanitaires du continent à court et à long terme. Un projet qui devrait mobiliser à terme un investissement d'environ 400 à 500 millions d'euros. Le projet intègre la recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication et la commercialisation de produits biopharmaceutiques de grande nécessité. La future unité industrielle consiste en la mise en place d'une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins. Une usine qui disposera de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra les 116 millions d'unités en 2024. Ces lignes seront dédiées à la production de seringues pré-remplies, de flacons de liquide et de flacons lyophilisés. L'investissement projeté est d'environ 200 millions d'euros. Le lancement de la production de l'eau d'essai est prévu dans 6 mois, le 30 juillet prochain. Fruit d'un partenariat public-privé, notamment l'accompagnement d'un des leaders mondiaux de la biotechnologie et de l'industrie du fill and finish, la société suédoise Recipharm, ce projet permettra d'assurer l'autosuffisance du royaume en matière de vaccins et de faire du pays une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie du fill and finish. Baptisé Sensio Pharmatech, le projet d'envergure vise à moyen terme, d'ici 2025, le transfert du remplissage aseptique et de la fabrication de substances actives de plus de 20 vaccins et produits biothérapeutiques, incluant 3 vaccins anti-Covid-19 en moins de 3 ans au Maroc, couvrant plus de 70% des besoins du royaume et plus de 60% de ceux du continent africain. Et à l'occasion du lancement des travaux de réalisation de cette nouvelle unité industrielle, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de la convention d'investissement pour la réalisation de l'unité de fabrication de vaccins anti-Covid-19 et d'autres vaccins à Ben Slimane. Il est prévu dans ce cadre le transfert vers le Maroc de plateformes biotechnologiques avancées, incluant la recherche clinique, le développement et la production de thérapies cellulaires et géliques, cellules souches et de technologies de pointe de diagnostic in vitro.
Le projet ambitionne à long terme, entre 2023 et 2030, la création d'un pôle africain d'innovation biopharmaceutique et vaccinale au Maroc, reconnu mondialement. Et ce, dans le cadre d'un partenariat entre des acteurs majeurs internationaux dans les domaines de recherche et de développement de technologies de pointe, dans les vaccins et produits biothérapeutiques, et toutes les institutions marocaines de tutelle, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, celui de la Santé, le ministère de l'Intérieur, celui de l'Industrie et le ministère des Finances. Un transfert de savoir-faire massif et en continu est prévu, à ce titre, pour positionner le Royaume dans les 5 années à venir en tant que locomotive du continent en recherche, développement et production de produits biopharmaceutiques de pointe. Déjà aujourd'hui, et grâce à la mobilisation des lignes de remplissage aseptiques disponibles localement au Maroc, ainsi qu'au transfert du remplissage de flacons en salle blanche du vaccin anti-Covid-19 de Sinopharm vers le Maroc, le Royaume produit déjà donc plus de 3 millions de doses localement par mois. La capacité de production augmentera à environ 5 millions de doses à partir du mois prochain et à plus de 20 millions de doses par mois d'ici la fin de cette année 2022. Et à partir de 2025, le Maroc sera en capacité de produire plus de 2 milliards de doses de vaccins. Sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le royaume a fait face avec audace et proactivité à la crise sanitaire induite par la Covid-19 en adoptant des mesures préventives, en garantissant les infrastructures hospitalières nécessaires et en œuvrant à alléger les répercussions socio-économiques de la pandémie. Aujourd'hui, le Maroc amorce un nouveau virage vers la réalisation de sa souveraineté vaccinale et sanitaire, ce qui positionne notre pays en leader continental et futur hub mondial en matière de production de vaccins et en biotechnologie. Nessari El-Hamdaoui. 5 juillet 2021, le Maroc balise le terrain pour un projet à la hauteur de l'urgence sanitaire enclenchée par la pandémie. Sous la présidence de Sa Majesté le Roi, des conventions sont signées pour la mise en place d'une plateforme d'envergure. Sa mission, fabriquer et mettre en seringue au Maroc le vaccin anti-Covid et autres vaccins clés. Une ambition portée par une volonté royale de conférer au pays une pleine souveraineté vaccinale et médicamenteuse. Le contexte d'incertitude sanitaire implique une telle approche proactive. 6 mois plus tard, les travaux de construction de l'usine de fabrication de vaccins anti-Covid sont lancés par Sa Majesté le Roi, à Ben Slimane. La structure s'érigera comme une plateforme de biotechnologie de premier plan à l'échelle du continent africain et du monde dans le domaine de l'industrie du fill and finish. Le Maghreb a une capacité pour fabriquer dans les 5 ans à venir 900 millions unités, c'est-à-dire être capable de fabriquer entre 2 et 3 milliards de doses les vaccins et les produits biotechnologiques. Donc, on a une indépendance et puisqu'on a on va être capable également de faire la recherche et développement dans les domaines des vaccins et de la partie biotechnologique. Ce grand projet se décline sous forme d'un partenariat public-privé avec un accompagnement de taille, celui d'un géant mondial de la biotechnologie, la société suédoise Recipharm. L'enjeu étant ne peut plus géostratégique, garantir une autosuffisance vaccinale et médicamenteuse à l'heure où la pandémie du Covid joue les prolongations et où de nouvelles épidémies pourraient apparaître. Et nous allons, suite à cette inauguration, commencer la construction de tout le projet qui aura lieu sur ce terrain à Ben Slimane. Et nous allons nous y atteler sans relâche pour que cela soit construit dans le courant de cette année 2022. Avec la mise sur pied de cette usine de fabrication de vaccins anti-Covid et autres, le Maroc ambitionne de faire parvenir aux pays africains voisins le précieux sérum du XXIe siècle, au nom de la solidarité sud-sud. Car pour le Royaume, sans équité vaccinale, difficile d'envisager une quelconque sortie de la crise sanitaire.
Le Maroc va se positionner avec cette plateforme d'abord pour l'autosuffisance et aussi bien sûr la distribution au niveau des pays bien sûr du continent, en étant quand même un hub africain. Voilà, donc c'est un projet qui est très porteur. Il va passer par 3 phases. Première phase, c'est le fill and finish, le conditionnement. Et puis deuxième phase, c'est bien sûr la fabrication du vaccin pour aller vers le développement et l'innovation pour les biothérapies, Inch'Allah. Ce projet permettra d'asseoir une nouvelle politique pharmaceutique nationale avec un objectif clair. Garantir un accès équitable pour l'ensemble des citoyens aux médicaments et produits sanitaires de qualité. Et à l'international, le Maroc rejoindra ainsi le club fermé des 5 plus grands producteurs de vaccins. Il conforte également son positionnement de leader au niveau de la région et du continent. Comme nous venons de le voir, notre pays se positionne aujourd'hui en leader continental et en futur hub mondial en matière de production de vaccins et en biotechnologie. Pour faire plus de lumière sur ce chantier royal, j'ai l'honneur d'avoir avec moi sur le plateau Monsieur Amin Laridi. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Tout d'abord, quel commentaire faites-vous du lancement hier par Sa Majesté le Roi d'une usine de construction et de fabrication de vaccins anti-Covid-19 ? Alors en suivant avec beaucoup d'intérêt comme l'ont fait toutes les Marocaines et tous les Marocains, d'accord, de cette cérémonie présidée par notre souverain, je me suis rappelé d'un passage du discours de notre souverain. Alors du 8 octobre 2021, l'ouverture du Parlement, 9 octobre, un mois jour pour jour après en fait les nouvelles élections. Et je cite de mémoire du discours royal, donc la nouvelle crise pandémique a révélé le retour en force des notions de souveraineté, qu'elles soient justement sanitaire, on vient de le voir, la souveraineté aussi énergétique, la souveraineté industrielle, alimentaire et autres. On peut tirer beaucoup de choses en fait de cette réplique, de cet extrait très important. Je choisis en fait de citer 3 éléments. Premier, en fait, cette notion de passage de la vision à l'action, qui est très caractérielle du règne de notre souverain. Notre souverain, à chaque fois qu'il dit quelque chose, qu'il y a une promesse, passe à l'action. Et là, on parle du mois d'octobre et à la réalisation des gens au mois de janvier. Deuxième point qui est très important, qui est tout aussi fondamental, cette notion de primauté, de priorité du citoyen marocain. D'accord, de sa santé, de son développement aussi et de son bien-être, qui sont aussi caractériels en fait du règne de notre souverain. Et le troisième élément, c'est le timing et le lieu. On parle de l'ouverture du Parlement. Notre souverain s'adressait aux élites de la nation, qu'ils soient élus ou non élus. Notre souverain s'adressait également aux administrateurs du public, mais aussi aux gens du privé. Et justement, on parle ici d'un PPP. Donc, Monsieur Laridi, la future unité industrielle traduit la vision de Sa Majesté le Roi visant à positionner le royaume en un hub de biotechnologie incontournable en Afrique. La santé, c'est finalement un nouveau pilier de solidarité sud-sud prôné par Sa Majesté ? Excellente question et excellente entrée en matière. Permettez-moi, puisque vous parlez justement de coopération sud-sud, de rappeler un extrait, une sagesse en fait qui a été dit par un philosophe grec, Protagore, à ne pas justement confondre avec Pythagore. Il a dit il y a exactement 400 ans, 2400 ans, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Protagore, ce qu'il disait, c'est qu'il n'existe pas de valeur sauf dans le regard de l'humain, la notion de perception. Et notre pays, le Royaume du Maroc, est aujourd'hui perçu comme un pilier de prospérité, comme étant un hub incontournable, non seulement dans la région de notre continent, duquel en fait on est fier d'appartenir, et aussi dans notre région qui est la Méditerranée, notre ouverture vers le monde, mais comme étant un key player de la scène internationale, notamment dans le secteur de la santé. Et d'ailleurs, en fait, l'investisseur et le partenaire sur ce projet, il suffit en fait de voir qui il est pour en témoigner. On parle quand même d'une société dont la capitalisation boursière, et pour être précis, dans le Nasdaq de Stockholm, en Suède, dépasse les 24 milliards de couronnes suédoises. On parle d'une entreprise dont le chiffre d'affaires dépasse les 11 milliards. D'accord, de couronnes suédoises toujours. On parle d'une entreprise de 9000 employés. On parle aussi d'une entreprise qui a une présence dans tous les hubs sanitaires internationaux, notamment aux États-Unis, au UK, au United Kingdom, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, mais aussi en Inde. Et sa seule présence, notamment en fait dans le continent africain, est ici au Maroc. D'accord, c'est un investissement qui est unique et l'entreprise elle-même elle est unique parce qu'elle couvre en fait un large scope justement d'un point de vue industriel, ce qu'on appelle du end-to-end, du bout en bout, c'est-à-dire en fait des APIs et qui sont en fait des composants très stratégiques, les active pharmaceutical inputs, les inputs pharmaceutiques en fait de base. Et il y avait une grande rupture en période de crise et on a besoin d'une entreprise au Maroc qui est aussi connectée à cela, qui sont les inputs de base. Elle couvre aussi la production, aussi bien sous tutelle, sous label, en sous-traitance, etc.
etc. par rapport aux marques internationales, mais elle couvre aussi le downstream. Et justement, c'est venu dans votre excellent reportage, je tiens à le souligner, dans cette notion de fill to end, c'est-à-dire en fait de remplissage final des fioles, et on les voit justement derrière moi, et aussi de distribution. Donc c'est une entreprise qui va contribuer aussi à un upgrade de tout le système et de tout l'écosystème en fait pharmaceutique national, qui est déjà très actif, aussi bien par les entreprises nationales que je salue, mais aussi par les multinationales qui font confiance au Maroc. Et certainement, ça va permettre aussi le développement, non seulement en fait de vaccins qui vont être une belle réussite par rapport à notre pays, mais aussi en fait de contribuer à cette politique en fait de souveraineté sanitaire par rapport à tout le continent africain, en développant peut-être en fait de la recherche et développement, en tout cas c'est un souhait personnel, par rapport à des maladies en fait dont souffre notre continent et où notre pays aura le lead. Merci. Monsieur Laridi, restez avec nous sur l'importance scientifique de la future usine de production de vaccins. Je vous propose d'écouter le professeur Moustapha Al-Fahim, chef du département des analyses biologiques au Centre national des recherches scientifiques et techniques à Rabat. C'est un projet qui a des objectifs à moyen terme, à court terme et également à long terme. Sur le court terme, c'est la production des vaccins anti-SARS-CoV-2 contre le Covid. Ça a été annoncé hier que c'est vers juillet 2022, les premières doses vont être livrées. Mais sur le moyen terme, le Maroc, à travers ce projet structurant, vise à acquérir une certaine notoriété dans le domaine des biotechnologies. Il va devenir une plateforme biotechnologique à l'échelle africaine. Et c'est ce qui va créer cette dynamique qui va affecter d'autres champs d'action qui aident à la réalisation de ce projet. Et notamment dans le cycle de formation académique, parce qu'on aura besoin de personnes et de compétences qui sont spécialisées dans le domaine. Donc une plateforme qui vise la production des vaccins, qui vise la production des anticorps, qui vise la production des biosimilaires et donc de produits pharmaceutiques pour des thérapies d'actualité telles que la thérapie génique, la thérapie cellulaire. Tout cela va demander des compétences très très pointues. Et donc, les formations académiques dans les différentes universités doivent également s'adapter pour assurer cette formation spécifique, non seulement sur le plan théorique, mais également sur le plan pratique pour assurer les compétences nécessaires pour mettre en œuvre toutes les actions nécessaires à la réussite de ce grand projet. Il y a donc cette souveraineté vaccinale en concrétisation, mais pas que. Monsieur Laridi, vous écriviez dans une tribune que les trois composantes de la nouvelle dynamique du Royaume sont les biotechnologies médicales, l'agro-industrie et l'énergie. Expliquez-nous, professeur Laridi. Absolument. Alors écoutez, j'ai eu le grand honneur d'avoir un de mes écrits publié hier, aussi bien en fait à Washington qu'à Londres, aux États-Unis et en Angleterre, un écrit en anglais, et qui parle justement, et qu'ils ont choisi justement d'intituler en le publiant Morocco, The African Champion, et c'était leur choix. Et ça m'a beaucoup touché en tant que Marocain, en tant que patriote, mais ça ne révèle que la réalité. Je parlais justement de cette notion de souveraineté, vous venez de le dire, et nous venons de le voir de manière concrète, en fait, la souveraineté sanitaire. Il y a aussi le volet énergétique, et on a eu la bonne nouvelle au tout début justement de cette année. Bon augure, on a terminé l'année ensemble le 31 décembre sur une note d'optimisme, mais alhamdoulilah, le bon Dieu a voulu en fait honorer justement cet optimisme-là. Donc avec la découverte du gaz au large en fait de l'Ixus, mais aussi à l'est du Maroc par des entreprises anglaise. Donc qui dit gaz dit aussi contribution à la souveraineté énergétique nationale. Et rappelons que le Maroc est très souverain en matière d'électricité. Et nous sommes un pays qui exporte de l'électricité verte. Nous sommes le seul d'ailleurs à le faire à partir du continent africain. On a un excédent en termes de production grâce à l'investissement qui a déjà été fait en termes d'énergie renouvelable. Cette souveraineté-là est très primordiale et très importante. Et cette découverte du gaz, une fois en fait confirmée et les réserves en fait connues, ne viendra que consolider ce volet-là d'électricité. Mais il y a un deuxième volet en fait très important, c'est la contribution au sud du gaz. Et c'est mon pont aussi vers le volet sécurité alimentaire. On oublie souvent en fait que le gaz contribue à la production d'ammonium et d'ammoniac, un composant très intéressant et très important aussi pour les engrais. Si le premier composant c'est automatiquement les phosphates, où le Maroc en fait a plus de 70% des réserves naturelles, et donc on contribue à la sécurité alimentaire mondiale. L'ammoniac est tout aussi important, et le volet aussi soufre, et bien sûr sans vous ennuyer, il y a aussi les nitrates et tout ce qui est potassium. Donc en regroupant un tout petit peu tout ça, et grâce à la découverte du gaz, en fait ça contribuera à la production
productivité des usines marocaines, notamment en fait des engrais, et donc automatiquement la sécurité alimentaire, non seulement dans notre pays, mais aussi du continent africain et du monde. Et rappelons que le Maroc aujourd'hui ne partage pas uniquement, il partage toute une expertise, tout un savoir-faire, d'accord, tout un portage par rapport en fait au continent africain en cette matière justement d'agriculture qui est non seulement importante et substantielle, mais elle est aussi créatrice de paix et créatrice de liens, d'accord, entre la population et son territoire. Merci beaucoup. Monsieur Amin Laridi, merci pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes expert international en diplomatie économique et stratégie de développement. Merci madame, merci à vous. Dans le registre de la solidarité sud-sud toujours, pas plus tard que ce matin et à Addis Abeba, le Maroc a réitéré son appui au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, CDC Afrique, en mettant à sa disposition son expérience, son expertise et ses services de renforcement des capacités aux professionnels de toute l'Afrique, ainsi que les meilleures pratiques en matière de stockage, de distribution et d'utilisation des vaccins. Le CDC Afrique tient à Addis Abeba la 43e session du comité des représentants permanents de l'Union africaine préparatoire aux prochaines sessions du Conseil exécutif et du sommet de l'Union africaine prévues du 2 au 6 février dans la capitale éthiopienne. Nous passons tout de suite au compteur journalier des nouvelles infections. Il affiche aujourd'hui 4 899 nouveaux cas d'infection. Nous déplorons 30 nouveaux décès. Léger repli des cas sévères ou critiques avec 96 nouvelles admissions, dont 25 sous intubation. Pour ce qui est de la campagne vaccinale, les primo-vaccinés se chiffrent à plus de 24 653 000. Le nombre des personnes ayant reçu 2 doses a franchi le seuil des 23 millions et plus de 4 350 000 personnes ont reçu la dose de rappel. Et après plus de 2 mois de fermeture, les frontières aériennes du Royaume rouvrent dans une dizaine de jours, à partir du 7 février prochain. La décision a été annoncée hier par le gouvernement. Elle concerne les vols au départ et à destination du Maroc. Et pour accompagner sa mise en œuvre, une commission technique se penche actuellement sur l'examen des mesures à adopter au niveau des postes frontières et les conditions requises pour les voyageurs, des mesures qui seront annoncées ultérieurement. La compagnie nationale Royal Air Maroc, qui opérait jusque-là des vols spéciaux sur un nombre très limité de destinations internationales, rétablira désormais toutes les lignes régulières de son réseau à partir donc du 7 février prochain. Et à Tétouan, des logements ont été remis vendredi au profit de 32 ayants droit des martyrs de l'intégrité territoriale du Royaume, des blessés de guerre et des rapatriés dans le cadre de la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohammed VI entoure les membres des forces armées royales et leurs familles. L'hiver prend enfin place. Pluie et chute de neige ont intéressé tout au long des 3 derniers jours plusieurs provinces du Royaume. Les premiers flocons de l'année sont invités encore aujourd'hui à Azilal, El-Haouz, Tinrir et Rachidjia, Middelte et Ouarzazate, avec des hauteurs avoisinant les 50 cm. Un épisode tout aussi neigeux traverse depuis avant-hier, mercredi, les provinces de Figuig, Zagora et Taroudan, où environ 20 cm de neige se sont accumulés pour donner lieu à ce grand blanc comme nous le montrent ces images à Tinrir. La ville s'est offerte ses plus beaux habits d'hiver. Je vous laisse admirer. À présent, escale Cannes 21 et rappel des matchs des quarts de finale. Demain, samedi 29 janvier 2022, la Gambie jouera le Cameroun, c'est à 17h. Puis le Burkina Faso croisera le fer avec la sélection tunisienne, c'est à 20h. Puis après-demain, dimanche 30 janvier 2022, le duel Maroc-Égypte, c'est à 16h. Et Sénégal-Guinée équatoriale, c'est à 20h.
Le monde du théâtre marocain est en deuil. Le comédien et dramaturge Abdelkader El-Badawi s'est éteint aujourd'hui dans un hôpital de Rabat à l'âge de 88 ans. Natif de Tanger en 1934, le défunt fut l'un des pionniers du théâtre marocain. Abdelkader El-Badawi a alterné scénario, réalisation et interprétation le long d'une carrière artistique de 50 ans. Le défunt est notamment cofondateur de la troupe Théâtre El-Badawi avec son frère Abdelrazak El-Badawi. Il compte également à son actif plusieurs œuvres théâtrales et de production télévisuelle. Je cite entre autres Al-Hariboun, Rita, Al-Ateloun, Yadchar et plusieurs séries télévisées comme Namadij Bacharia et Nafida Ala Al-Mujtama. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info est de retour à 20h30 avec le journal Raïsia. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, toujours à 18h30.